Bien, mais bonjour à tous. Je commencerai par remercier Ken en particulier et Alain de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, un honneur d'être ici, dans cet endroit prestigieux. Donc ne perdons pas de temps puisqu'on a un agenda très serré. Donc je travaille dans le laboratoire qu'on appelle des maladies neurodégénératives, donc qui porte bien son nom. On s'intéresse à toutes ces pathologies neurodégénératives, en particulier la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson et aussi la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, je vous parlerai essentiellement de maladie de Huntington pour focaliser un peu mon propos sur une maladie génétique rare. Et dans le laboratoire, ce qui nous intéresse, c'est un peu cette articulation que vous connaissez tous entre la recherche des mécanismes vraiment sous-jacents de ces pathologies et comment, à partir de la connaissance de ces mécanismes, on en arrive à trouver des nouvelles thérapies, des nouveaux concepts, des nouveaux outils, et comment, au niveau préclinique, et c'est là où Alain l'a souligné, il est très important de pouvoir continuer à faire des recherches dans des modèles animaux, on peut petit à petit, progressivement, faire évoluer ces recherches vers la recherche clinique, donc chez les patients. Et dans ce cadre-là, mais là j'en parlerai très peu aujourd'hui, mais je tiens à le souligner, il est important de développer des méthodes d'imagerie cérébrale parce que bon, dans pas mal de pathologies, on a accès aux tissus malades par des approches, par exemple en immunologie, il est assez simple de faire une prise de sang. Pour le cerveau, il est important d'avoir des outils particuliers pour regarder le cerveau qui est vraiment bien caché dans la boîte crânienne. Alors aujourd'hui, je parlerai d'une recherche vraiment très focalisée, on va le voir, sur une protéine qui est nouvellement identifiée. Et contrairement à l'ordre habituel des présentations, je voulais commencer par présenter deux jeunes femmes, deux chercheurs qui ont fait le travail expérimental que je vais vous présenter. Donc je tenais à commencer par les présenter. Laurie Galvan, qui a fait sa thèse il y a quelques années avec moi, et puis Laetitia Francel, qui fait sa thèse actuellement dans le laboratoire et qui sont à l'origine des données, la plupart des données expérimentales. Donc je voulais les présenter avant de parler du travail. Alors, quelques mots sur la maladie Huntington. C'est une maladie donc héréditaire, neurodégénérative, avec une transmission dominante. C'est une maladie rare, c'est-à-dire qu'elle touche, entre guillemets, peu de patients, moins de 1 sur 5000, 1 sur 10 000. En France, ça représente quand même 6 000 patients, plus un aéropage familial important, qui sont touchés par cette maladie. Donc c'est une maladie qui se caractérise sur le plan neurologique par des mouvements anormaux principalement, c'est ce qu'on connaît le plus souvent, notamment des chorés, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de chorés de Huntington, des mouvements anormaux dyskinétiques, donc assez amples, incontrôlés, involontaires, des dystonies et une bradykinésie. Et puis, ce qui est très important aussi pour la pathologie, on en parle souvent moins, c'est les désordres cognitifs, des désordres de mémoire à court terme, quand la maladie a évolué, des démences, mais assez précocement, il y a déjà des déficits, en fait, notamment de l'adaptation, qui se traduisent par une persévération. Donc les gens ont beaucoup de mal, en fait, à se plier à des changements de leur environnement, des changements des règles, et c'est quelque chose qui est très invalidant et qui va, en plus des troubles plus psychiatriques, en fait, les sortir de leur vie sociale, les sortir de la vie familiale. Donc c'est une pathologie qui touche des gens qui sont en général jeunes adultes, hein, en moyenne 35-40 ans. Certaines formes touchent des adolescents, voire des enfants, c'est très rare. Ça évolue très vite. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune thérapie pour ralentir l'évolution de cette maladie. Il y a énormément de laboratoires dans le monde qui travaillent sur cette pathologie, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de thérapie pour ralentir l'évolution de la maladie. Ce qu'on peut, à l'heure actuelle, faire, c'est légèrement, disons, réduire les mouvements anormaux ou, disons, et ça c'est déjà important, changer un peu cette facette psychiatrique. Alors, la maladie, elle est héréditaire, elle est liée à une mutation dans un gène qu'on appelle HTT, ou Huntingtin, qui code pour une protéine de haut poids moléculaire. La mutation, c'est une expansion d'un petit segment de l'ADN, de triplet de CAG, et dans un individu normal, on a environ une vingtaine de CAG. Et dès que ce segment, qui est assez petit, grandit par des raisons qui ne sont pas encore complètement comprises,
la maladie va se déclarer de génération en génération. Ce qui se passe en plus, c'est que de génération en génération, lorsqu'il y a une transmission par le père, on a en plus une augmentation de ce segment CAG qui peut atteindre au-delà de 36 CAG, 40 CAG, 50 CAG, 100 CAG. Et là, la maladie va démarrer très tôt et va être très sévère. En général, la maladie évolue sur 15 ans jusqu'à le décès des patients liés à des complications, notamment liées à des dysarthries et des difficultés de déglutition et des complications finalement infectieuses. Alors, ce qui est tout à fait frappant sur le plan neuropathologique ou anatomopathologique, c'est que cette untintine, qui est codée par ce grand gène, donc c'est une grande protéine de plus de 3000 aminoacides. Cette protéine, elle est exprimée partout dans l'organisme. C'est une protéine, maintenant on le sait, elle a un rôle fondamental pour plein de fonctions cellulaires. C'est une sorte de plateforme moléculaire pour plein de fonctions, notamment pendant la division cellulaire. Elle a plein de rôles dans les neurones. J'aurais pas le temps de faire un overview de ça. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une protéine qui est partout. Et quand elle est mutée, elle est aussi partout dans l'organisme, et notamment dans le cerveau. Elle a une distribution qui est très homogène. Et pourtant, ce qu'on observe chez les patients, que ce soit par des techniques d'imagerie ou par classiquement une anatomopathologie post-mortem, c'est que le striatum, qui est une petite structure qui joue un rôle essentiel dans les processus de contrôle du mouvement et de processus cognitifs de type adaptatif, qu'on voit ici. Donc chez un sujet sain, vous avez le striatum sur cette coupe coronale. Ici, vous avez le noyau codé et ici le putamen. Ce sont deux structures vraiment très importantes pour ces fonctions. Et là, on voit tout de suite, sans être spécialiste, chez ce patient, qu'il y a une atrophie de la structure. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très tôt quand on utilise là in vivo des techniques d'imagerie, ici des techniques très particulières d'IRM. Le striatum va être atrophié même avant que les symptômes n'arrivent. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment et qui est une façon d'aborder la pathologie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi, alors que la protéine est répartie de façon homogène, le striatum va dégénérer de façon préférentielle. Alors, ça, c'est un petit schéma tout à fait simpliste qui vous représente une cellule, un neurone, et tous les petites boîtes, là, toutes ces boîtes sont finalement les endroits de la cellule où on pense que l'untintine mutée va être capable de produire un désordre cellulaire et engendrer, finalement, participer à la dégénérescence, d'abord la dysfonction des neurones, puis la dégénérescence des neurones qui conduit à cette atrophie. Différents endroits sont importants, tous sont importants probablement, mais les dizaines, les centaines de publications qui ont été réalisées depuis la découverte du gène en 1993 sont tous importants. Très tôt dans l'évolution de la maladie, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des déficits de transcription. Donc en fait, la plupart des gènes vont être altérés et normalement, l'expression de centaines, de milliers de protéines va être altérée dans la maladie de Huntington. Et ça s'observe dans des échantillons de patients, dans des modèles animaux, dans des modèles cellulaires. Donc c'est quelque chose qui est très, je dirais, solide. Alors il y a d'autres phénomènes qui sont très important comme l'agrégation de l'untintine. En fait, la mutation de cette protéine va changer la conformation de trois tridimensionnelle de la protéine et elle va avoir une propension à s'agréger et à fabriquer des polymères tout à fait anormaux qui vont engendrer des désordres cellulaires et puis à une plus grande échelle fabriquer ce qu'on appelle des inclusions qui sont des marques neuropathologiques de la maladie, inclusions qui sont soit dans le noyau, soit aussi dans le cytoplasme, qui sont un petit peu différentes. Et puis, il y a différentes atteintes aussi de la signalisation cellulaire à différents niveaux. Il y a quelque chose qu'on a étudié beaucoup depuis 20 ans, c'est des atteintes du métabolisme énergétique. C'est quelque chose qui semble être très important dans le développement de la pathologie et qui est une cible thérapeutique. On cherche en ce moment à trouver comment on pourrait améliorer finalement les troubles énergétiques dans la maladie de Huntington. Finalement, même quand on revoit tous ces mécanismes, et typiquement une revue un peu exhaustive sur la pathologie, c'est 400, 500 références je dirais de bon niveau qui suggèrent que tous ces systèmes dans la cellule sont atteints.
En fait, quand on regarde tous ces systèmes, par contre, ce qui est compliqué à comprendre, c'est comment ces systèmes cellulaires, qui sont atteints par la présence de la mutation, peuvent conduire à une dégénérescence assez sélective du striatum dans un premier temps. Ensuite, le cerveau va dégénérer globalement, mais au début de la maladie, le striatum est vraiment atteint. Alors, il y a longtemps, on a montré que c'est vrai que le striatum est une structure qui est très sensible au métabolisme énergétique, mais là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'une hypothèse différente, une approche différente de cette question de sélectivité du striatum. L'idée qu'on a eue et que d'autres ont eue il y a quelques années, c'était de penser que finalement, cette sélectivité régionale dans la maladie, elle découle du profil génétique, enfin, d'expression génique dans un premier temps, du striatum, et de sa capacité à être connecté à différentes autres structures dans le cerveau. Donc une des façons d'exprimer cette hypothèse, c'est qu'il y a un certain nombre, d'un pattern de gènes très particulier dans le striatum qui va rendre cette structure très vulnérable à l'huntingtin muté. Et c'est ce qu'on a essayé d'aborder de façon assez large. Alors il y a des exemples dans la littérature où on sait qu'effectivement des protéines qui sont exprimées sélectivement dans le striatum, ou très préférentiellement dans le striatum, ont un rôle dans la physiopathologie de la maladie et semblent jouer un rôle déterminant dans cette dégénérescence du striatum. Nous, on a essayé d'aborder la question de façon très large, finalement. Donc on a commencé par, il y a plusieurs années de ça, définir très précisément ce qu'on peut appeler la complexité moléculaire du striatum. Donc pour ça, en fait, on est parti d'études chez la souris. On a fait des dissections de différentes régions du cerveau, très précises, et puis on a regardé de façon quantitative l'expression des mRNA, donc qui vont coder les protéines du striatum, dans ces différentes structures, et avec des approches à haut débit, en partant de millions d'observations, on va, pour chaque structure, regarder l'expression des gènes, donc les RNA, et on va surtout pour le striatum, regarder quels sont vraiment les gènes qui sont exprimés spécifiquement dans le striatum. Alors quand on fait ça, on se retrouve avec des centaines, des milliers d'observations, donc avec des tableaux assez indigestes, hein, c'est juste pour vous montrer le type de résultat qu'on obtient. Et puis, à partir de là, on s'est aperçu qu'en fait, dans le striatum, qui est une structure étudiée depuis 30 ans, et un petit peu une école française de l'étude du striatum, surtout sur Paris, on sait beaucoup de choses sur cette structure, sur le plan électrophysiologique, sur le plan, disons, fonctionnel. Au niveau des protéines exprimées dans le striatum, on connaît déjà des marqueurs, par exemple des protéines de signalisation comme protéines qu'on appelle DARP32, on connaît la localisation préférentielle des récepteurs à la dopamine dans le striatum. Bref, on croit connaître en tout cas beaucoup de choses. Ce que révélait notre étude, c'est qu'il y avait plein de protéines dans le striatum qu'on ne connaissait absolument pas, personne ne s'était jamais intéressé à ça, même pour des protéines très, très exprimées. Et on est tombé un peu sur un nouvel univers du striatum assez intrigant et sur, disons, différents types de réflexions et de stratégies. On s'est intéressé à différentes protéines dans ce tableau. Je ne rentre pas dans les détails. En gros, on en a pris une dizaine. Et puis, on s'est posé la question de savoir si ces protéines-là, ou parfois pas des protéines, on a aussi travaillé sur des RNA non codants notamment, pouvaient changer finalement la toxicité de l'huntingtin muté. Alors aujourd'hui, je vous parlerai d'une protéine, on va dire, que j'aime bien, qui est devenue notre candidat un peu chouchou depuis quelques années, qui est une protéine qui s'appelle double cortine like kinase 3, DCLK3. Alors cette protéine, quand on a commencé, on ne savait absolument rien sur cette protéine, si ce n'est par homologie avec présentant des ressemblances avec d'autres protéines, on pouvait supposer quelques fonctions de cette protéine. Donc DCLK3, on l'appelle double cortine like kinase. Ce qui nous intéressait, c'est qu'elle avait la capacité, a priori sur le papier, on va dire, enfin dans l'ordinateur, d'être une kinase, donc de pouvoir participer à une signalisation cellulaire probablement intéressante. Et puis ce qui nous avait intrigué, et c'est pour ça en partie qu'on l'a choisi, c'est que son expression est diminuée dans les modèles animaux et chez les patients atteints de la maladie d'Huntington. Et puis, en miroir, dans la maladie de Parkinson, en tout cas dans les modèles qu'on a observés, on trouvait que cette protéine était surexprimée. Donc ce qui laissait penser qu'elle avait un rôle fonctionnel probablement très important dans le striatum. Alors on a posé donc cette question très simple, est-ce que DCLK3 joue un rôle dans la maladie d'Huntington? Donc une question vraiment très, 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 très simple.
Et on a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cette protéine. Alors, en deux mots, bon, on a réussi à découvrir que finalement, cette protéine, ce n'est pas une seule espèce de RNA, mais il y a deux espèces. En fait, il y a un RNA et deux façons de lire cet ARN pour produire deux types de protéines différentes. Il y a deux espèces de RNA en plus, donc c'était assez compliqué de comprendre déjà à la base qu'est-ce qu'il fallait étudier. Donc on s'est retrouvé à étudier deux protéines, une qu'on appelle la forme longue, qui est la forme prédominante dans le cerveau et en particulier dans le striatum, qu'on voit ici sur ce Northern blot, et puis une protéine qui s'appelle short et qui est un tout petit peu plus petite et qui existe dans le cerveau, on le sait maintenant, mais à des taux vraiment très faibles. C'est une protéine de poids moléculaire assez raisonnable, de 100 kDa environ, et encore une fois, la fonction est totalement inconnue. Alors, les doubles cortines, le double cortine, c'est une protéine très importante pour l'évolution, le développement du système nerveux central. C'est le double cortine, qu'on appelle aussi DCX, c'est une protéine. Quand elle est mutée, elle donne des lysencéphalies. Donc, c'est des protéines qui sont majeures pour le système nerveux central dans leur évolution, leur mise en place. Et excusez-moi pour l'interférence. Pourquoi ça... ici, on parle de double cortine-like kinase. C'est en fait parce qu'il y a un petit domaine, on va le voir, qui est double cortine et qui a en plus un accrochage à une autre partie de protéine fonctionnelle qu'on appelle une kinase. Alors, les connus, DCLK3 fait partie d'une famille de protéines kinases, une famille de double cortine. La forme 1 et la forme 2 ont été très étudiées récemment, donnant vraiment des résultats très importants sur leur rôle dans la maturation en fait, du système nerveux central et notamment du maintien des épines dendritiques, par exemple. Par contre, pour DCLK3, on ne savait absolument rien. Alors ça, c'est juste une représentation linéaire de ces DCLK1, 2 et 3. Il en existe aussi dans des animaux, par exemple dans le zébrafiche, il y a une seule protéine qui représente les familles DCLK. Nous, on s'est intéressé à cette forme qui est un peu différente des autres, puisque ici, on voit les domaines double cortine qui sont en tandem, c'est-à-dire qu'il y a deux domaines dans la partie N-terminale de la protéine, avec la partie kinase ici qui est très conservée. DCLK3 a un seul domaine, donc on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui est finalement important, au sens où peut-être que ces fonctions-là ne sont pas conservées avec ce domaine, et puis par contre la kinase est conservée. Donc, sur le plan fonctionnel, ce qu'on pouvait prédire, c'est que ce domaine double cortine va permettre une association au réseau de microtubules dans la cellule, puisqu'on sait que ce réseau de double cortine est quelque chose de... Enfin, ce domaine double cortine permet l'accrochage, et puis de par l'homologie de séquences, on savait que probablement la protéine avait une activité kinase, mais rien n'avait été démontré. Et donc ça, c'est un peu la diapositive qui résume des mois et des mois d'études où on a pu montrer que cette protéine, lorsqu'elle est surexprimée, va permettre en fait le blocage de la toxicité de l'unitintine mutée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire avec des outils qu'on appelle un peu outils de thérapie génique. En fait, on utilise des vecteurs viraux qui sont capables d'impacter finalement une partie de génome expérimentalement on inclut dans ce vecteur viral. Donc c'est des virus bricolés, hein, ils ne sont pas réplicatifs, mais ils sont capables d'aller mettre le gène d'intérêt dans le génome des cellules autres. Ici, en l'occurrence, on a injecté ces lentivirus dans le striatum, dans des souris, dans ces expériences animales. On voit ici un exemple de souris. Et on a pu en fait mettre dans ces vecteurs justement les différentes formes de DCLK3. Et puis en plus, mais c'est quand même important, on a bricolé un peu la protéine pour lui rajouter une petite étiquette qu'on est capable de suivre, parce que quand on a commencé ces expériences, bien sûr, la protéine n'était pas connue, donc il n'y avait pas d'anticorps pour la détecter, il n'y avait aucune méthode publiée pour la détecter et la suivre, donc il fallait rajouter des petits bricolages pour pouvoir la suivre facilement. On a mis ça donc dans des lentivirus et puis on a regardé ce qui se passait quand on mettait des lentivirus qui codent pour l'untintine mutée, donc HTT c'est untintine, c'est l'abréviation. Quand on met l'untintine mutée, on va créer une lésion dans le striatum chez la souris après quelques semaines et on a regardé ce qui se passait quand on mettait cette protéine DCLK3
avec l'untinine mutée, donc dans les mêmes neurones, pour voir si on changeait finalement l'effet toxique de l'untinine mutée. Alors ici, après, on fait une analyse très précise histologique du striatum. Vous voyez ici, par exemple, les petites taches un peu blanches au cœur du striatum représentent en fait la lésion qui est induite par les vecteurs viraux. Et on peut quantifier ça de façon très précise. Et ce qu'on observe, c'est que alors que quand on met une protéine, disons, sans effet biologique dans le système nerveux central, on a une certaine taille de lésion, donc on a produit une dégénérescence, la surexpression de DCLK3, que ce soit sous sa forme courte ou sa forme longue, va réduire la taille de la lésion. Donc là, on montrait directement in vivo qu'on était capable de réduire la toxicité de l'untinine mutée et que cette protéine, très vraisemblablement, avait donc un impact important. Alors si on retranscrit ça à la pathologie, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pathologie ou dans les modèles animaux, on a une baisse d'expression de DCLK3 au cours de la maladie qui va finalement rendre plus fragiles les cellules du striatum vis-à-vis de l'untinine mutée. Et comme cette protéine, elle est localisée préférentiellement dans le striatum, finalement, c'est le striatum qui va être atteint préférentiellement. Et ça disons, permettrait, en tout cas c'est une hypothèse, permettrait d'expliquer cette dégénérescence du striatum préférentiel dans la maladie. Ensuite, des CL4A, on en retrouve aussi dans d'autres régions du cerveau, à des taux d'expression faibles, comme dans le cortex cérébral, et dans une distribution qui est assez compatible avec l'évolution de cette dégénérescence chez les patients. Alors, à partir de là, c'était un peu finalement le point de départ, même si c'était des résultats très encourageants. Donc ce que je voudrais vous montrer un petit peu maintenant, c'est qu'à partir de cette conclusion, on a essayé de comprendre comment marche cette protéine, et on va voir que c'est, je dirais, une étude qui n'est pas terminée, on va voir que ça ouvre plein de perspectives, mais que c'est par cette étude des mécanismes qu'on peut espérer à terme développer une nouvelle stratégie thérapeutique basée sur, disons, le ciblage de cette kinase DCLK3. Alors, en fait, on s'est intéressé à différents aspects de cette protéine. On a regardé un petit peu sa localisation cellulaire, enfin, on a essayé de comprendre un peu où elle était. On s'est intéressé au rôle du domaine kinase en particulier. On a cherché un peu des interacteurs et puis on a regardé aussi des choses inattendues, notamment, et je commence par là, le clivage de cette protéine. Alors, ce qu'on ne savait pas du tout, en fait, c'est que quand on a commencé à exprimer cette protéine sous forme recombinante, donc on met le RNA on veut faire exprimer le RNA qui nous intéresse dans la cellule, et bien on observe, en fait, suivant les différentes formes de DCLK3, la forme, on va dire, la plus physiologique pour le striatum, on observe différentes bandes et on observe différentes espèces. En fait, ce qui se passe, c'est qu'in vivo, la protéine va être clivée, va être découpée en petits morceaux. Et ce qu'on voit ici, c'est des espèces en fait qui correspondent au bout C-terminal, c'est-à-dire que la partie, dans les dessins que je fais, la partie qui est plutôt sur la droite des schémas, qui sont des parties qui ont le domaine kinase fonctionnel. Alors on voit ça dans différents types de cellules, des cellules en culture, de type neurone en culture, des cellules pas neuronales qui sont des lignées. On observe un peu le même type de choses. Et puis, quand on regarde in vivo, c'est-à-dire que là, on surexprime dans le striatum de souris les différentes formes, on voit qu'il y a aussi in vivo différents clivages avec différentes espèces moléculaires qui ne sont pas exactement les mêmes qu'in vitro, et c'est là où on voit que c'est très important d'étudier ces phénomènes dans des modèles animaux, parce que là, on est dans des neurones complexes, totalement différenciés, avec toute une machinerie qui n'a rien à voir avec ce qui peut se passer parfois in vitro, avec une signalisation de neurotransmission qui est vraiment très active, contrairement à des modèles simples in vitro, et qui va aboutir à une maturation de la protéine qui est différente. Alors, la localisation de la protéine DCLK3, en fait, un peu comme attendu, je dirais, mais il fallait pouvoir l'observer. On s'est focalisé sur le cytosquelette, donc le réseau de microtubules, parce qu'on s'attendait à ce que ce domaine double cortine de la protéine aille se coller sur les microtubules. Et effectivement, donc là, c'est ce que vous voyez en rouge dans une cellule qui a été surexprimée. C'est que les réseaux de microtubules qui sont
qui sont ici marqués en vert vont être marqués également en rouge. Et le rouge, c'est la protéine qu'on a marquée de façon spécifique avec un anticorps qui reconnaît la protéine DCL4-3. Donc, un peu comme attendu, mais quelque chose qui n'était pas totalement, qui n'était pas montré pour cette protéine. On a vu que c'était une protéine du cytosquelette et par d'autres approches biochimiques, je ne rentrerai pas dans les détails, on a pu vérifier qu'effectivement, lorsqu'on purifie, qu'on enrichit le cytosquelette, en tout cas le réseau de microtubules, on a une localisation de cette protéine et de ces différentes espèces avec le bouquinase sur le réseau de microtubules. Donc c'est quelque part, ça semblait être une protéine qui s'accroche aux microtubules et qui est une sorte qu'on appelle une map. Donc il y a plein de protéines comme ça qui s'accrochent et qui ferait de la signalisation, qui serait active pour signaler plein de choses au niveau du réseau de microtubules. Donc ça, c'était un petit peu, entre guillemets, attendu, mais on ne savait pas trop quoi en faire. En fait, bon, ce qui est important dans la maladie de Huntington, je vous ai parlé de la transcription, des mitochondries, de tout un tas de choses. Ce qui est connu et très bien décrit par notamment des groupes français, notamment le groupe de Frédéric Saudou, c'est que très tôt dans la pathologie, on a aussi une atteinte du transport cellulaire. Et donc, en fait, le réseau de microtubules est atteint. C'est-à-dire que l'untintine, en fait, fait partie des moteurs, enfin, des complexes associant les moteurs moléculaires pour transporter différents types de vésicules du centre du neurone jusqu'à ses prolongements axonaux. Donc, on pensait que jouer sur les que la protéine, éventuellement, avait un rôle via les microtubules et que c'était en modifiant et en sauvant les microtubules que cette DCL4-3 avait cet effet neuroprotecteur assez frappant qu'on a observé. Et on va voir finalement, c'était pas forcément la bonne hypothèse, mais on a, entre guillemets, perdu pas mal de temps à fouiller cet aspect-là. Mais on va voir que c'est un petit peu différent. Donc rapidement, le rôle du domaine kinase maintenant. On a vu que le domaine double cortine permet l'accrochage aux microtubules, mais la relation entre cet accrochage et l'effet que ce soit neuroprotecteur n'était pas établie. Donc on s'est, finalement, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on s'est intéressé au domaine kinase. Donc là, on a travaillé avec des lentivirus, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui étaient non pas l'antivirus qui code pour l'ensemble de cette protéine DCL4-3, mais simplement pour le domaine kinase avec un petit bout ici N-terminal. Donc on a retiré ce bout qui permet normalement l'accrochage au microtubule. Et c'est ça qu'on a injecté avec de l'untintine muté pour voir si on changeait ou non la toxicité de l'untintine muté. Et dans ce modèle, ce qu'on a vu, c'est que finalement, quand on surexprime le domaine kinase tout seul, donc ce petit morceau, ben on a un effet neuroprotecteur tout à fait significatif, surtout dans des marqueurs assez nets, ce qui montrait qu'in vivo, l'expression de la kinase seule est suffisante pour produire une neuroprotection. Donc on a essayé de fouiller un petit peu ça, parce que ça suggérait que probablement l'accrochage au microtubule n'était pas si important que ça. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait une démarche assez classique. On a fabriqué des mutants en fait, de cette kinase, différents types de mutants. Donc là, c'est un exemple de mutant en fait, qui, théoriquement, parce qu'on part toujours de tas de théories quand on regarde les protéines sur le papier, on devait, sur des homologies avec d'autres kinases, avoir une protéine qui allait être mutante et ne plus avoir d'activité kinase, parce qu'en fait, on empêche son activation. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'on voit ici, c'est, là, on est dans des systèmes cellulaires in vitro. Quand on met l'untintine mutée, on a un certain taux de mort cellulaire qui est plus important que le taux de base qu'on a quand on met de l'untintine sauvage. Donc ça, on a une sorte de modèle de dégénérescence dans une boîte de culture. Quand on met DCL4-3 avec sa forme sauvage, c'est-à-dire qu'on a une tréonine ici en position, enfin peu importe la position, on a une tréonine qui est l'endroit qui va permettre en fait l'accrochage d'un phosphate et produire l'activation de cette kinase et faire que la kinase marche. Et quand on supprime cet acide aminé-là, on fait un mutant inactif, et ben on perd cette protection, on a une protéine qui est plus capable de protéger contre l'untintine mutée. Donc ça, c'est des choses qui étaient faites in vitro. Après, ce qu'on a cherché à faire, c'était un peu des mutants améliorés, des mutants encore mieux contrôlés, ce qui est très important dans ce genre d'études. Donc ce qu'on a fait, sans rentrer dans les détails, c'est des comparaisons multiples avec plein de kinases. Donc là, c'est un tableau affreux qui n'est pas à lire, mais qui est en fait tout un tas de kinases qu'on a alignés pour vraiment vérifier quels étaient les acides aminés les plus importants pour que, dans notre cas présent ici, DCL4-3, on trouve par homologie
l'acide aminé très important pour la fonction. Et c'est cet acide aminé, ici, lysine 443, c'est son petit nom, on va dire, qu'on a muté pour avoir un contrôle vraiment précis, exprimer une protéine qui n'est plus active et voir vraiment si cette protéine inactive était capable ou non un corps de protéger ou pas. Donc là, on a été amené à faire tout un tas de contrôles de fonction de cette nouvelle protéine mutante qu'on a fabriquée. Bon, là, typiquement, ce que vous voyez en couleur, c'est l'activité d'autophosphorylation, c'est-à-dire que la capacité de cette kinase à s'auto-activer pour aller ensuite modifier des substrats. On voit ici donc la forme longue, et ici c'est un mutant qui est beaucoup moins actif. Vous voyez, le rouge, c'est la quantité en fait de transfert d'ATP, de phosphore 32 sur la protéine. On voit plus d'activité, et puis d'autres mutants qu'on a construits qui sont pareils par rapport à la forme sauvage, complètement inactifs. Donc on a pu montrer qu'on avait vraiment quelque chose de réellement mort. On parle de dead kinase en anglais. L'autre façon de faire ça, c'est de regarder les substrats. Donc là, en fait, vous avez ce qu'on appelle un western blot. Ce qu'on voit ici, c'est la protéine recombinante qu'on a exprimée, donc c'est DCL4-3. Et puis ici, et c'est cet endroit-là qui est important, c'est la façon dont DCL4-3 va phosphoryler une protéine assez substrat qui est facilement phosphorylable par les kinases. Et quand on a les mutants, on n'a plus de phosphorylation. Donc on a vraiment montré qu'on avait une kinase qui ne fonctionnait plus, mais on a changé simplement un seul acide aminé dans la structure. Et à partir de là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder si justement ce mutant, qui a vraiment un point de mutation, est capable ou non de protéger contre une tintine mutée in vivo. Et en fait, les résultats, je ne vous les montre pas parce qu'ils sont en cours d'analyse, mais disons qu'on voit en observant les coupes qu'il y a vraiment une protection qui disparaît lorsqu'il y a ce point de mutation. Donc on a vraiment une situation où DCL4-3 peut protéger contre une tintine mutée, mais pour ça, il faut que son domaine kinase soit vraiment actif en termes de modification de substrat. Alors tout ça, c'est joli. Mais finalement, ça nous pose encore plus de questions. Et on va voir que finalement, c'est un petit peu ce genre d'histoire classique, puisqu'on ne sait pas du tout quels sont les substrats de ce kinase. Alors, il y a plein de façons de faire pour aller chercher des substrats. Une kinase, on sait qu'elle signale, elle a plein de substrats. Lesquels sont les plus importants en général, on n'en sait rien, mais il faut plusieurs laboratoires pour essayer de démêler ce genre de questions. Nous, ce qu'on avait fait simplement, pour trouver les interacteurs et pas aller à la pêche petit à petit, ce qui nous aurait pris du temps, on a fait une technique qu'on appelle le double hybride. En fait, qui est une technique qui permet à haut débit d'aller chercher des interacteurs. C'est une technique qui a beaucoup évolué depuis 10 ans et qui permet d'aller chercher des protéines partenaires. Et donc, ce qu'on a fait, nous, c'est une approche très simple avec ce double hybride. En fait, on a utilisé le bout kinase de DCL4-3 pour aller à la pêche, c'est-à-dire utiliser ça, on parle d'hameçon, pour aller chercher des protéines qui interagiraient éventuellement avec DCL4-3, en tout cas avec sa partie kinase. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, on est tombé sur des candidats. Ça, c'est la liste des candidats. En fait, on s'attendait plutôt à en avoir soit 0, soit beaucoup plus, et avec plein d'interactions sur plein de protéines différentes. En fait, toutes ces protéines, on ne savait pas du tout à quoi ça servait, on n'était pas du tout dans notre domaine, donc ça nous posait pas mal de problèmes. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces protéines qui n'ont rien à voir avec le cytosquelette, donc ça nous a paru au début un petit peu difficile à digérer. Toutes ces protéines, elles sont finalement toutes avec des domaines qu'on appelle zinc finger. En fait, c'est des protéines qui sont toutes impliquées dans la régulation de la transcription. Et en cherchant un peu dans des banques de données, toutes ces protéines ont un rôle vraiment de répresseur ou de régulateur. Enfin, elles sont annotées, on va dire, comme des protéines qui jouent sur la transcription. Et on est finalement avec des candidats qui sont complètement en dehors de ce qu'on imaginait au début, que ce soit des régulateurs, notamment du cytosquelette. Donc à partir de là, on a essayé de comprendre un peu mieux, et puis on a construit par différents outils des réseaux d'interaction. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est des CL4-3. En rouge, c'est les protéines qu'on a isolées, enfin identifiées comme étant des interacteurs directs
de DCL4-3. Et puis autour, c'est un petit peu tous les interacteurs qu'on trouve dans des banques de données diverses qu'on trouve sur Internet en fouillant bien, avec probablement des faux positifs, mais les informations maintenant se croisent assez bien pour éviter ce type de faux positifs, et montre en fait que DCL4-3 est capable d'agir sur des domaines fonctionnels qui sont très liés à la régulation de la transcription, comme par exemple les complexes qui régulent ce qu'on appelle l'acétylation des histones ou la déacétylation des histones, qui sont vraiment des mécanismes très importants pour décompacter l'ADN et démarrer la régulation, enfin démarrer la synthèse de l'expression de certains gènes. Alors il y a différentes façons d'aborder ces questions-là. En particulier, il y a différents outils. On peut facilement se noyer, et c'est un petit peu ce qu'on a fait dans un premier temps, et ce qu'on est peut-être toujours en train de faire, de regarder un petit peu tous les réseaux fonctionnels et les réseaux moléculaires également qui existent dans ce type d'exploration, parce que c'est vraiment de l'exploration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé donc avec notre DCL4-3 qui interagissait avec des protéines vraiment majeures pour la survie cellulaire, comme P53, CDK5, donc des protéines qui sont vraiment connues pour avoir un rôle majeur de survie cellulaire, et ça nous semble vraiment important. Alors à partir de là, les autres questions qu'on se posait, bon ça c'est une autre façon de retrouver DCL4-3, ça a été montré par un autre laboratoire. En fait, DCL4-3 interagit directement avec une protéine très importante qui est CDK5, qui est directement en relation avec CDK7, qui a un rôle majeur dans les régulations de transcription. Alors tous ces réseaux-là, on s'y perd un peu, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est important au niveau fonctionnel. C'est un petit peu ce qu'on appelle les big data. On s'y perd vite, mais en même temps, on en a besoin pour rechercher de l'information beaucoup plus spécifique de questions qu'on se pose dans un contexte fonctionnel, voire un contexte pathologique. Voilà, c'est juste pour retrouver où est DCL4-3, cette petite boîte, peu importe. Maintenant, la logique de ça, c'est que si on régule directement la transcription et qu'on est capable, avec cette protéine DCL4-3, notamment son domaine kinase, d'aller réguler la transcription, a priori, il faut que la protéine elle puisse aller dans le noyau, ce qui n'était pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé, parce que c'est vrai qu'on était très focalisé, et parfois on est focalisé par l'esthétique, on était focalisé par cette localisation dans le cytosquelette. Alors c'est vrai qu'on a une localisation dans le cytosquelette, on voit le réseau ici, suivant les endroits où on regarde dans la cellule, mais quand on regarde dans le noyau, on ne trouve pas grand-chose, surtout quand on exprime la forme entière de la protéine. En rouge, en fait, c'est DCL4-3. Parfois, on trouve un petit peu de localisation dans le noyau, surtout quand on surexprime la forme kinase. Donc, en fait, on avait des indications. Ça, c'est la quantification de ce qu'on avait observé. Quand on a cette forme longue ou qu'on a la forme kinase, on trouve un petit peu dans le noyau parfois, mais c'est quelque chose qui est une toute petite partie de la protéine, donc c'est là où on était un petit peu trompé. En tout cas, dans la forme kinase, quand on surexprime cette forme kinase, on a bien une localisation dans le noyau, et c'est des choses qu'on a pu vérifier notamment par des analyses dans le cerveau chez le primate, chez le singe. Alors bon, ça ne vous parle pas forcément, ce qu'on appelle des western blot, en fait, où ici, dans le cytosol, on voit différentes formes. Donc là, c'est des formes endogènes parce qu'on a pu commencer à développer des anticorps qui reconnaissent cette protéine. On a des formes majoritaires qui contiennent le domaine kinase, parce que c'est un anticorps qui reconnaît le domaine kinase. Et puis, quand on regarde dans le noyau, on a un petit peu les mêmes formes. C'est un peu compliqué à lire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des formes plus petites qui contiennent vraiment la partie kinase elle-même. Et en immuno, on commence à avoir des données qui montrent qu'effectivement, la protéine va être accrochée au cytosquelette, mais elle est clivée en petits morceaux, et le domaine kinase, à un moment donné, mais on ne sait pas comment la régulation se fait, le domaine kinase va migrer vers le noyau, et à ce moment-là, elle va être capable de changer la neurotransmission, la transcription. Et ce qu'on est en train de faire, mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails maintenant, c'est vraiment de regarder l'effet fonctionnel, je dirais plus large, à une étape plus préclinique en fait, que ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire notamment en surexprimant DCL4-3 avec d'autres outils qu'on a développés de vectorisation virale, donc pour infecter l'ensemble du striatum, faire exprimer DCL4-3 sous différentes formes, et regarder si on a vraiment un impact fonctionnel. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que toutes ces études cellulaires ont un intérêt évident sur le plan fondamental, mais on a envie de savoir si de jouer sur cette protéine peut induire des effets fonctionnels, notamment en termes de comportement,
des effets histologiques plus globaux, et puis en imagerie cérébrale, avec des techniques dont on dispose au laboratoire pour regarder l'état fonctionnel justement des cerveaux dans les souris, mais qui sont les mêmes outils qu'on peut porter ensuite en clinique chez l'homme. Est-ce que cette protéine est capable de protéger? Donc pour ça, on utilise différents modèles transgéniques de la maladie de Huntington, notamment des modèles qui sont vraiment génétiquement très proches de la maladie de Huntington. Et on a en ce moment des résultats qui sont quand même très prometteurs, qui montrent que DCL4-3, en étant surexprimé, est capable de modifier les effets de l'huntingtin muté, en tout cas est capable de changer la sévérité des troubles moteurs dans ces souris. Donc on explore un peu plus avant ce type de choses. Voilà, donc en résumé, ce que je voulais vous montrer, au-delà d'une sorte d'introduction du type de recherche qu'on peut faire dans la maladie de Huntington, c'est un peu cette espèce d'aller-retour qu'on retrouve souvent en recherche. On part d'une idée très simpliste, on génère souvent des quantités de données où on se perd, mais où chacun peut trouver son intérêt. On revient, on se refocalise sur un candidat ou sur une hypothèse de travail, et puis on repart sur plein de questions, c'est-à-dire qu'on évolue toujours d'une question vers encore plus de questions, et c'est ça qui peut paraître comme ça de loin, sinon désespérant, un petit peu vain. En réalité, plus on génère de questions et plus on comprend quand même les choses. C'est ça qu'il faut voir sur l'évolution, en tout cas des recherches sur la maladie de Huntington, ça c'est une évidence. Et ce qu'on espère, c'est que petit à petit, tout ce processus de recherche un peu complexe va nous emmener vers la découverte d'une thérapie efficace qui permettrait de ralentir l'évolution de la maladie chez les patients. C'est l'objectif de ce type de recherche. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je voulais, in fine, remercier tous les membres du laboratoire qui ont travaillé sur ce travail, plus des collaborateurs à l'Institut Curie, et puis également à l'IRCM et à ISTEM à Évry. Voilà, merci beaucoup.